Alors j'aimerais qu'on aborde aujourd'hui donc un nouveau thème. Donc le thème c'est effectivement être dans l'ingénierie de son rapport avec le collectif, c'est-à-dire d'aller un peu plus loin de ce qu'on a évoqué précédemment, qu'on a parlé voilà du fait que l'homme psychologique évolutif il subit un peu donc son rapport au collectif et là plus axé ça sur la partie ingénierie, donc gagner on va dire en intelligence. Alors il y a une phrase qui est extrêmement connue qui nous a été donnée par Jean-Paul Sartre, donc écrivain, philosophe, essayiste, et il avait évoqué cette phrase qui était assez intéressante, il disait que l'enfer c'était les autres. Alors l'enfer c'est les autres, pourquoi pas forcément dans le sens où le collectif en tant que tel va être quelque chose d'insupportable ou quelque chose d'infernal, mais plus dans le sens où le jugement que va donner ce collectif va conditionner notre vie. Et justement sur cette notion de jugement, c'est quelque chose qui est très présente civilisationnellement, surtout dans les civilisations helléno-judéo-chrétiennes, parce que durant toute sa vie mortelle, on va s'attendre à être jugé par notre environnement, donc jugé par l'autre, par le collectif, et on conditionne toute notre vie, qu'on est religieux, dans l'attente d'un jugement. On parle du jugement dernier quand c'est l'Apocalypse, mais quoi qu'il arrive, pour ceux qui sont croyants, il y a le jugement d'un être supérieur. Donc jugement dans la vie terrestre, jugement dans la vie non terrestre, dans la vie intemporelle. Et je voulais qu'on aille plus loin justement sur cette notion d'ingénierie avec le collectif et sur cette notion de jugement, parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on va être jugé par des amis, par des professionnels, par des supérieurs, par des gens qui nous entourent. Et là, par exemple, pour prendre un exemple assez empirique, assez concret, il y a une amie que je connais qui a ouvert voilà un restaurant à proximité de là où je suis, et suite à cette ouverture, il y a eu voilà un critique gastronomique qui est venu donner un méchant coup de patte, donc une critique un peu négative, et je m'interrogeais un peu sur la bonne manière de réagir face à une critique qui n'a pas forcément dans notre sens. Alors, comment, c'est un peu ma première question, on peut être effectivement dans cette ingénierie de son rapport à l'autre, et surtout face à ce qu'on peut appeler des critiques, soit positives ou soit négatives. Ouais, le jugement des autres, c'est évident que ça a beaucoup d'importance pour l'homme évolutif, dans le sens de sa peur du jugement des autres. Vous voyez, qui amène quoi? Qui est amené par la peur du rejet des autres. Voyez-vous? Ça prédomine totalement l'homme moderne, puis l'homme en général de tout temps. Voyez-vous? Est assujetti à cette part-là. Donc, il est lié au collectif de cette façon-là. Il est lié émotionnellement au collectif de cette façon-là. Alors, votre amie, là, si elle s'est fait critiquer sa bouffe ou son restaurant, c'est justement la peur du rejet, la peur de fermer son restaurant, ou par exemple, elle a mis tout ce qu'elle pouvait, mais à cause d'un jugement, ben là, ça la perturbe, ça peut changer beaucoup de choses dans sa vie. Voyez-vous? Dépendant de quoi? Dépendant de son lien émotif avec le collectif. Voyez-vous? Une personne, par exemple, qui serait éveillée à cette réalité-là, autrement dit, qui est dans l'ingénierie de tout ça, à ce moment-là, il est moins affecté ou il n'est pas affecté émotionnellement. Voyez-vous? Alors, il peut avoir une mise en vibration, mais il va être en mesure de gérer ce genre de critique-là ou de jugement-là. Le problème, c'est dans la peur du jugement ou le lien avec les autres. L'emphase, c'est les autres à cause du lien émotif avec les autres. Voyez-vous? Entre autres. Ça dépend comment Sartre le regarder, là. Mais les autres aussi, avec leur programmation, etc., c'est pas un cadeau non plus. Voyez-vous? Alors, c'est dans ce sens-là aussi, ça a plusieurs sens, l'emphase et les autres. Ça peut prendre plusieurs sens. Mais essentiellement, au niveau vibratoire, c'est la peur du jugement. Voyez-vous? Au niveau psychologique, ça peut prendre toutes sortes de formes, mais au niveau vibratoire, c'est la peur du jugement. Donc effectivement, il va y avoir
va y avoir la peur, la peur d'être jugé parce qu'il y a son lien avec l'autre. Et dans ce cas-là, une réaction qu'on va qualifier de multidimensionnelle par rapport à une critique, bon, pour continuer l'exemple, une critique un peu négative, voilà, ça va être quoi? Ça va être d'être le plus objectif possible, de dire voilà, bon bah c'est intéressant, c'est pertinent. Oui, si la personne est suffisamment évoluée, dépendant de la personne. Chaque personne va avoir une réaction différente à ce genre de critique-là, dépendant de son niveau d'évolution. Voyez-vous? Si la personne est moins liée émotionnellement au collectif, c'est moins fort, autrement dit, moins puissant, à ce moment moins intense, à ce moment-là, elle va pouvoir peut-être utiliser cette critique-là pour améliorer toute sa mise en place des plats, etc., comment elle le fait, etc., pour créer une certaine amélioration pour que la critique soit positive. Voyez-vous? Mais si elle est trop liée émotionnellement au collectif, dans le sens de sa peur du jugement, sa peur du rejet, abandon, etc., à ce moment-là, elle sera pas capable d'utiliser ça. Elle va peut-être fermer boutique, ou elle va être découragée, etc. Voyez-vous? Chaque personne a une réaction différente, dépendant du conflit qu'elle vit au niveau du collectif, c'est évident. Ça a toujours rapport avec... le conflit principal de l'homme, c'est toujours en fonction du collectif. Voyez-vous? Ça part du jugement des autres, ça part du rejet des autres, ça part de l'abandon des autres. Alors... C'est vrai qu'il y a une forme d'obsession par rapport au jugement. Il y a aussi des personnes qui vont émettre un crédit ou non par rapport à ces mêmes jugements. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont dire « Ah bah, lui, ce que pense cet individu-là, je m'en fiche un peu, mais lui, ce qu'il pense, c'est important. » C'est quoi un peu votre vision de la valeur qui est donnée à une critique? C'est-à-dire du crédit qui est donné aux personnes. C'est quelque chose de psychologique, le crédit? Oui, c'est surtout psychologique. Dépendant de la critique, c'est évident. Si ça fait son affaire, ça va. Si ça ne fait pas son affaire, ça ne va pas. Il prend mal. Il va réagir. Voyez-vous, là? Fait ça, c'est psychologique. Mais derrière ça, il y a tout l'apparatus vibratoire. La personne n'est pas en mesure d'observer l'ingénierie de tout ça. La mécanique derrière sa réaction. Voyez-vous? C'est évident que les bonnes critiques sont plus facilement absorbables que les mauvaises critiques. Voyez-vous? Et dépendant aussi du ton. Comment a été dit ou écrit la critique. Il y a une vibration là-dedans. Il y a une certaine intensité là-dedans. Voyez-vous? Ça va jouer, ça. Ça peut déclencher une réaction chez l'individu, plus ou moins intense. C'est vrai que le ton est vachement important et vu parce que je trouve que l'exemple pour votre sujet est assez intéressant par rapport à ça. Le critique, et c'est quelque chose qui est très, entre guillemets, encore une fois, parisien, il va y avoir des critiques comme on a des critiques de cinéma, des critiques de gastronomie, et leur but, on a l'impression que pour se trouver une sorte de style, ils font exprès d'être méchants, d'être tranchés, d'être hachés. Alors, ça vient d'où cette volonté de vouloir, entre guillemets, faire mal? Ça aussi, c'est psychologique de chercher la réaction chez l'autre. C'est pas de vouloir faire mal comme tel, ça c'est la résultante, mais c'est de rechercher l'autorité. Elle a besoin, la personne à ce moment-là, le critique ou la critique a besoin de se valoriser dans ce qu'elle fait. C'est son métier ou son job. Alors, plus elle va être tranchante, plus elle a de l'autorité. Donc, elle va être écoutée plus qu'un autre, qu'elle croit. Voyez-vous? Ça peut marcher aussi. Dans le sens qu'elle se valorise de cette façon-là. Que plus elle se valorise, plus elle est tranchante, plus elle est autoritaire, plus elle est méchante, dans le fond.
C'est pas qu'elle veut être méchante, mais c'est de même que ça fonctionne. L'autre personne le perçoit comme ça, mais c'est méchant cette critique-là, tu sais, ça vaut pas rien, blablabla. Tu sais? Fait que... Ce qui est intéressant, c'est que ce soit la personne qui critique, qui est en recherche justement d'autorité, ou la personne qui est critiquée, les deux, en fait, ils font ça parce qu'ils sont en lien avec le collectif. Il y en a un qui va chercher justement une sorte d'acceptation, et l'autre qui va rechercher une forme d'autorité ou de crédit qui est donné, mais les deux sont perfusés avec le collectif finalement. Ouais, les deux aussi sont assujettis à la valeur. Voyez-vous? Dans le sens de la dévalo, ou de se valoriser, ou de surévaluer, survaloriser. Voyez-vous? Le chef, par exemple, cuisinier, s'il surévalue, puis il y a une critique qui le dévalue, il n'aimera pas ça trop. Voyez-vous? C'est le jeu des... puis l'autre, si le critique, il va pas de main morte, lui, il va écoper au niveau de sa valeur, la valeur qu'il perçoit de lui-même, finalement. Dans le sens que il va être plus affecté s'il est affecté par la dévalorisation ou son besoin de se valoriser, c'est la même chose. Voyez-vous? Puis son besoin de se valoriser ou la dévaloriser, c'est toujours en fonction des autres. C'est dans ce sens-là que l'enfer, c'est les autres. Voyez-vous? C'est individuel, dans le sens que c'est toujours le rapport avec le collectif, avec les autres. Autrement dit, être dépendant du jugement des autres, de la critique des autres, du rejet des autres. Avoir peur du rejet des autres, c'est être lié aux autres. On a besoin des autres. Sans ça, on ne peut pas se sentir en valeur. Voyez-vous? Ça, c'est une personne qui n'a pas d'identité. Pourquoi elle n'a pas d'identité? Parce qu'elle s'identifie à sa programmation, elle s'identifie à ses programmes, ses automatismes, etc. C'est truffé. Une personne qui s'identifie à sa programmation ou à une programmation comme ça, c'est truffé de liens collectifs. Ça s'est créé à travers ses liens avec son environnement. Voyez-vous? Son environnement n'étant pas éveillé, ben à ce moment-là, la personne réagit en fonction de ça. Et ça crée des programmes, ça crée des habitudes, ça crée des automatismes liés aux autres, tout le temps. Donc, sa valeur dépend des autres. Ça ne dépend pas d'elle. Elle n'a pas d'autonomie. Donc, elle n'est pas éveillée. Être éveillé, ça veut dire être éveillé à la réalité systémique, à l'ingénierie de tout ça. Ouais, bon. Et je pense que vous l'avez mentionné aussi au début, qui plus est, je pense, particulièrement dans le monde de la restauration, j'ai l'impression qu'il y a un peu un lien qui est pratiquement, j'ai envie de dire, obligatoire avec l'autre, parce que c'est la réputation d'un restaurant qui va faire ou non la clientèle. Enfin, du moins, à ce niveau-là, oui. Ouais. Ça, c'est au niveau psychologique, là. Dans le sens que c'est une nécessité, là. D'être bien vu, etc. Mais quand on rajoute la peur là-dedans, puis l'émotion, et le lien avec le collectif, ben là, ça amplifie tout ça. Puis ça peut enlever les moyens créatifs à l'individu, comme ça peut lui amener d'autres, tu sais, de surpasser. Oui, parce que c'est vrai que ça peut aussi servir de tremplin, parce que c'est un peu dépendant de la personne, dépendant à quel point elle a besoin de se valoriser. Donc, elle est assujettie encore au programme. Mais là, ça lui sert. Voyez-vous? Ça semble lui servir à court terme. Mais ça la dessert à long terme. Pourquoi ça la dessert à long terme? Parce qu'elle demeure assujettie émotionnellement aux autres. Ça renforce encore plus. C'est motivé à se valoriser ou à se valoriser en s'améliorant, si vous voulez. Oui, ça c'est positif, créatif, mais à court terme. Mais ça la lie encore plus aux autres, au collectif,
Autrement dit, ça la lie émotionnellement encore plus. Parce qu'elle vit, cette réaction-là. Comment ça marche? Donc, elle nourrit la programmation qui l'assujettit. Voyez-vous? C'est là où il y a de... Ouais. Les gens s'en aperçoivent pas de ça. Ouais, parce que c'est là où il y a quand même, par exemple, pour reprendre ce bon exemple qui est celui, par exemple, d'un restaurant, bah, comme on l'a évoqué, il y a aussi l'envie de plaire, entre guillemets, à l'autre pour amener la clientèle, mais c'est où c'est fin, justement. C'est-à-dire d'être dans une espèce de pragmatisme froid, de prendre les critiques pour que ça fasse un peu en mode de tremplin, et ne pas retomber dans ce côté un peu programmatique. Oui, mais ça dépend à ce moment-là à quel point la personne est libre de ses liens émotifs avec le collectif. Tout simplement. Alors, il y a des gens inconscients qui sont plus libres du collectif que d'autres. Ils ne sont pas parfaitement libres, mais c'est moins intense. Donc, ils peuvent être plus objectifs et se servir. Les gens créatifs en général, là, plus intuitifs dans un sens, ils vont pouvoir se servir de ça, plus sage, inconscient sage qu'on appelle. Alors à ce moment-là, ils peuvent se servir de ça. C'est parce que c'est moins intense. Ils ont grandi dans des environnements relativement ajustés, un peu plus ajustés. Voyez-vous? Donc, moins émotionnel, moins des gros chocs émotionnels. Des individus dans leur environnement qui étaient beaucoup plus mental, beaucoup plus pondérés, si vous voulez. Plus évolués, tout simplement. Mais encore inconscient, mais plus évolué dans l'inconscient. Ça donne ce genre de personnes-là. Ça donne ce genre de programmation-là. C'est bien que ça fonctionne. La personne n'est pas ni consciente, c'est pas elle qui le crée, ça. Elle est le fruit de son environnement. Voyez-vous? Que ça évolue très lentement à ce moment-là. Dans la population, là, dans le temps, là, ça évolue très... Autrement dit, ça évolue, mais dans la sphère involutive, inconsciente. Tandis que lorsqu'on parle de conscience, lorsqu'on parle d'éveil, ça évolue très rapidement. Voyez-vous? Une fois la personne éveillée à cette réalité-là. C'est pour ça que j'en parle d'ailleurs. Voyez-vous? Pour faire connaître, pour instruire les gens sur cette réalité-là. Pour qu'ils puissent entamer un processus éventuel pour s'en sortir de ça. Il y a beaucoup de gens qui croient sortir de ça par eux-mêmes. Faites bien attention. Vous allez voir, c'est subtil. Même si je décris exactement comment ça fonctionne, ça ne veut pas dire que l'individu est en mesure de l'observer en pleine mise en vibration. On peut l'observer en dehors de l'expérience, mais dans l'expérience, comme votre copine, c'est une autre histoire. Parce qu'elle est en vibration. Voyez-vous? Vous pouvez perdre tous vos moyens parce que vous êtes trop en vibration. Donc, même si vous avez beaucoup de connaissances de toutes sortes sur la réalité systémique, ça ne veut rien dire si vous n'êtes pas en mesure de vous en servir en temps réel. Quand vous avez une mise en vibration intense. Voyez-vous? Plus une personne s'éveille, plus elle est en mesure d'absorber ce genre d'intensité vibratoire parce qu'elle a développé un sens beaucoup plus global de la réalité systémique dans l'expérience, pas seulement intellectuellement. Voyez-vous? C'est différent. Les gens ne réalisent pas ça. Oui, il faut pratiquer. On a parlé souvent, ça fait partie effectivement encore une fois de l'action, de la vérification. Il faut vraiment pratiquer. C'est la pratique, uniquement. Voilà. La côté connaissance, ça vaut ce que ça vaut. C'est ce que j'appelle l'éveil psychologique, mais ça ne vaut pas grand-chose si on ne le met pas en pratique. Même ça fait une drôle de bouillabaisse dans la conscience d'un individu, puis ça le met en initiation, la plupart du temps. Parce qu'il va être mélangé. Là.
S'il ne met pas ça en pratique. Mais la mise en pratique, c'est pas évident non plus. Parce que les gens sont... C'est vrai que... Oui? Allez-y. Parce que les gens sont habitués à penser, à fonctionner virtuellement. Voyez-vous? Au niveau de la conscience, puis de l'invisible, etc. Il faut le mettre en pratique pour le voir, l'invisible, pour constater la mécanique. Voyez-vous? Les gens appellent ça l'invisible parce qu'ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. Ils ne savent pas. Voyez-vous? L'homme a toujours essayé de savoir ou de décrire l'invisible, mais c'est pas de même que ça marche. C'est des façons intuitives de le décrire, mais c'est pas exact, c'est pas scientifique. C'est pour ça qu'il y a tant de versions de ça. Parce qu'il y a autant de versions et d'interprétations qu'il n'y a pas de mise en pratique. Exact. Oui. Ça demeure dans le virtuel. S'imagine bien les affaires. Oui, il y a une réalité derrière leur imagination, mais ils ne sont pas capables de la décrire. Réellement. Effectivement. C'est la pratique. Oui, ça prend la pratique. Il faut passer à l'action. Il faut l'observer. Pas évident, là. Ça s'apprend, ça. Tout est apprentissage. Il s'agit de se programmer. Mais pour se programmer, il faut commencer à être libre de la programmation qui nous empêche de nous éveiller. Voyez-vous? Parce qu'on va, sans ça, si on n'est pas éveillé, on va se programmer tout croche. De toute façon, on se programme, les gens se programment tout croche tout le temps. Depuis leur naissance, qu'ils se programment tout croche, sans en avoir conscience qu'ils se programment. C'est la répétition de la constance d'une expérience qui programme l'individu. C'est comme ça que ça fonctionne. Dans l'univers, tout fonctionne, tout être vivant, biologique fonctionne de cette façon-là. Ça évolue de cette façon-là aussi, mais ça prend du temps. Quand il y a de l'inconscience, ça prend beaucoup de temps. Donc, entre-temps, ces individus-là, surtout les êtres humains, souffrent. Voyez-vous? Parce que ça prend du temps. Ils ne sont pas ajustés. Parce que la souffrance, c'est la résultante du fait qu'ils ne sont pas ajustés. Mais il faut qu'ils en prennent conscience. Ils ne sont pas ajustés à quoi? Voyez-vous? Puis ce qui désajuste l'individu, justement, c'est son lien avec le collectif. Son lien émotionnel avec le collectif. C'est ça la plus grosse obstacle à l'éveil. Les gens, ils tiennent à ça. C'est leur sécurité. C'est fort. Si on leur enlève ça, si vous voulez, on leur fait miroiter autre chose, ils ont peur. Ils ont peur de l'inconnu. Ils sont habitués. Même s'ils en souffrent, ils continuent à y croire. Ils continuent à se lier au collectif. Ils trouvent toutes sortes de bonnes raisons. Ils mélangent collectif social avec collectif psychique. Voyez-vous? Dans le sens de la peur ou du lien émotionnel avec le collectif. Les autres, finalement, l'autre. Une grosse différence entre les deux. Voyez-vous? Et il y a vraiment, en fait, on sait qu'on a beaucoup évoqué ça, mais on retrouve vraiment une espèce de cercle vicieux, parce qu'il y a un lien avec le collectif qui pousse à l'immobilisme. L'immobilisme, ce qui fait que les gens n'expérimentent pas, et on n'expérimente pas, et ben on n'évolue pas. Il y a vraiment quelque chose de statique, en fin de compte, dans le lien avec le collectif. Ouais, où ils expérimentent, mais malgré eux, ils nourrissent leur programmation, ils nourrissent leur inconscience ou leur conscience psychologique. Ils font ça de façon inconsciente. Tout est inconscient. Tout est occulté. Leur est occulté. C'est ça le problème.
s'agit de désocculter ça, qui désocculte ça. Pour désocculter tout ça, il faut développer une capacité d'observer ce qui est occulté. La nature de cette force occulte-là. La force occulte, c'est le système. C'est la façon que ça fonctionne, la façon que l'univers fonctionne, les lois, les principes de du système, de l'univers finalement. Mais il faut dépasser cette peur. Il faut aller au-delà, faut la gérer. Ouais, mais c'est facile à dire ça, mais vous ne pouvez pas la gérer tant que vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui vous motive à la peur, voyez-vous? Ou à l'insécurité. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est insécure ou plus qu'un autre? Hein? C'est l'intensité de sa programmation, comment elle a vécu son expérience, dans quel environnement, etc. L'intensité émotive qu'elle a vécue ou en rapport avec cet environnement-là. C'est ça qui détermine votre programmation. Et l'intensité de vos réactions émotives. Ben oui. Tant que vous êtes inconscient de la mécanique, il faut une approche scientifique à ça. Sans ça, les gens ne peuvent pas s'en sortir. Il y a quand même une sorte de déterminisme très puissant quand même. Tu veux que l'environnement va conditionner un individu, va expliquer ou va venir accentuer des programmes. C'est clair que par rapport à cette notion d'évolution, les êtres humains ne sont pas empiriquement tous égaux ou vont avoir les mêmes prédispositions à être dans l'ingénierie de tout ça. Oui, parce qu'ils viennent de différents lignées, si vous voulez, d'individus. Voyez-vous? Dans le temps. Comme j'ai toujours dit, c'est pas l'histoire de la réincarnation, c'est pas l'ego, la personne qui se réincarne, c'est la conscience qui s'incarne dans l'enfant à travers l'influence de son environnement. Ça perpétue la même conscience. Voyez-vous? Vos grands-parents, vos arrière-grands-parents avaient relativement la même conscience que vous aviez ou que vos parents avaient plutôt. Voyez-vous? Que ça se perpétue. Vos parents, ils réagissaient d'une certaine façon, avaient un certain niveau de conscience, puis là, vous avez réagi à ce niveau de conscience-là, puis c'est ça qui a créé votre programmation. C'est votre responsabilité de vous en sortir. Voyez-vous? À chaque génération, c'est la responsabilité de cette génération-là de s'en sortir. Autrement dit, quand vous êtes vivant. Voyez-vous? Mais les gens remettent ça à demain, là, genre. Ah ben là, je vais vivre une autre incarnation. Là, celle-là, je l'aime pas trop. T'sais? Je vais me réincarner. Où j'étais ça, puis là, je continue, puis là, je vais être. Ça, c'est ne pas prendre la responsabilité. Ça vous empêche de prendre la responsabilité, c'est pas parce que vous ne voulez pas prendre la responsabilité. Et responsabilité, pourquoi? Parce qu'on est garant d'un héritage, on est garant de... Vous êtes garant de vous libérer de ça, parce que sans ça, vous allez souffrir. Dépendant du niveau de souffrance que vous vivez. T'sais? Il y en a, ça urge. À ce moment-là, ça vous pousse dans le derrière de trouver une solution. Les gens qui recherchent dans la spiritualité, dans l'ésotérisme, etc., en psychologie, ils essaient de s'en sortir. Sortir de quoi? De la souffrance. Mais ils ne réalisent pas que il faut qu'ils se libèrent d'une conscience pour se libérer de la souffrance. Voyez-vous? Conscience psychologique, c'est une conscience qui n'est pas éveillée à la réalité systémique, tout simplement. C'est ça qu'on appelle une conscience involutive. Ça évolue. C'est pas conscient. Il y a conscience et il y a conscience. Il y a conscience et il y a métaconscience.
fait une différence, une nuance. Voyez-vous? Les gens vont dire, ben oui, je suis conscient. Non, il faut être métaconscient. Pour être métaconscient, il s'agit de passer à l'action, autrement dit, être en mesure d'observer en temps réel ce qui se passe, pour ne pas subir, justement, les effets de la programmation, qui sont des automatismes, des mises en vibration, que vous pouvez plus ou moins gérer. Lorsque vous êtes en mesure de gérer ces mises en vibration-là, parce que vous êtes suffisamment éveillé à la mécanique, ou éveillé à cette réalité-là, ben là, ça commence à évoluer. Là. Voyez-vous? Là, vous commencez à savoir ce qui se passe. Sans ça, les gens ne savent pas ce qui se passe. C'est là le test, là. Voyez-vous? Les gens peuvent philosopher tant qu'ils veulent, mais quand les choses arrivent, les chocs arrivent, c'est là. Si vous n'êtes pas en mesure de l'absorber et de gérer cette énergie-là, puis vous vivez des émotions à tour de bras, à ce moment-là, où la souffrance, c'est ça, votre souffrance, c'est des émotions que vous vivez, à ce moment-là, ben, vous le subissez, puis vous nourrissez tout ça. Cette conscience-là, cette programmation-là. Puis ça perpétue, puis vous parlez en conséquence, etc. Les gens s'enlisent par la parole. Par la pensée, c'est évident, là, mais par la parole. Comment ils parlent? Ça les enlise, ça les lie à leur conscience psychologique ou à leur programmation. Pourquoi la parole est si importante? Parce qu'il y a des gens qui vont dire non, mais ce qui est important, c'est pas comment je le dis, c'est ce que je veux dire. Mais pourquoi les mots, pourquoi le vocabulaire qu'on va utiliser est très important? Parce que c'est dans la matière, c'est dans l'action. Quand même, vous dites, ben là, ah, c'est pas ça que je veux dire. Ouais, mais vous l'avez dit, ça a un impact. Voyez-vous? C'est correct. C'est pas ça que je voulais dire. Ouais, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit autrement, comme vous voulez le dire? Parce que vous êtes incapable de le dire de cette façon-là. Voyez-vous, là? Pourquoi vous êtes incapable? Parce que vous êtes assujetti à un automatisme de le dire de cette façon-là. Vous n'êtes pas libre. Donc, ça nourrit la programmation. Ça nourrit cette conscience involutive-là qui est hermétique. C'est ça qui permet l'hermétisme de la conscience psychologique, c'est la parole. Comment vous parlez. C'est ça qui crée du cercle vicieux. C'est vrai que ça, c'est vachement sous-estimé. Parce que ça, c'est très connu, c'est très commun que les gens vont se dire « Oh, mais c'est pas très grave comment je le dis. L'important, ils vont même se dire « Ah bah si l'autre n'est pas assez intelligent pour ça, pour comprendre ce que je non, c'est que dire, c'est un acte. » Ça a un impact sur vous. Okay. Exact. Sur les autres aussi, du coup. Oui, jusqu'à un certain point, ouais, si les autres sont influençables. Mais une personne éveillée, elle vous voit tout de suite. Elle voit de cette façon-là votre conscience, votre niveau de conscience. Il n'y a pas de... C'est un livre ouvert. Lorsqu'une personne est éveillée, les autres sont un livre ouvert. C'est pas mêlant. Là. Pourquoi? Parce qu'ils parlent. Ils parlent de cette façon-là. Vous pouvez penser tant que vous voulez. Je ne peux pas voir ce que vous pensez, mais je peux voir ce que vous parlez, par exemple. Puis ça me décrit ce que vous pensez. Puis ça me décrit un peu plus loin, puis un peu plus loin. Voyez-vous ce que je veux dire? Ouais, c'est un fil que vous tirez. Ouais, c'est ça. Ouais. Si vous utilisez des attitudes psychologiques, ben là, il faut que je fasse ça. C'est psychologique, ça. La réalité ne fonctionne pas de cette façon-là. Oui, ça peut améliorer votre sort, temporairement, mais ça reste du domaine psychologique, donc c'est temporaire, c'est limité. Si on monte la coche un peu plus de l'intensité vibratoire, ça ne sert plus à rien. Voyez-vous? L'idée là-dedans, c'est, comme je disais auparavant, c'est de l'absorption de l'intensité vibratoire. C'est ça qui est important. Pour absorber ça, il s'agit pour l'individu d'être en mesure de l'observer, d'être dans l'intelligence de ce qui se passe. À ce moment-là. Sans ça, il ne pourra jamais absorber une dose d'énergie
dont ils n'ont pas l'expérience. L'expérience étant le développement d'une capacité d'observation de l'intensité vibratoire ou de ce qu'il y a derrière l'intensité vibratoire. C'est ça l'invisible. Les gens ils se demandent qu'est-ce que c'est l'invisible, c'est ça l'invisible. Ça devient visible. Mais tant que vous imaginez qu'est-ce que c'est l'invisible, c'est être dans l'action, dans l'observation qui vous révèle l'invisible. Voyez-vous? C'est pas votre imagination, là. Au fur et à mesure qu'une personne commence à observer ou être dans l'intelligence de la mécanique, l'ingénierie, si vous voulez, à ce moment-là, elle s'éveille, puis elle est de plus en plus en maîtrise de sa vie, de sa destinée. Elle subit de moins en moins son plan de vie. Il y en a qui mélangent ça. Le plan de vie, c'est un plan prédéterminé. T'sais? On ne peut pas avoir un plan dans la vie. Quand on est éveillé, il n'y a pas de plan. Il y a des possibilités. Il y a des possibilités, puis on prend les opportunités, etc., parce qu'on est plus éveillé, on est plus lucide. Mais le plan de vie comme tel, c'est la programmation, comment vous avez été programmé malgré vous, là. Par les autres, par votre environnement. C'est le même que ça commence. Après ça, vous êtes lié à ça, parce que par ignorance. Voyez-vous? Dans ce sens-là que l'enfer, c'est les autres, parce que là, vous êtes tout le temps dans la peur du jugement, la peur que les autres vous abandonnent, vous rejettent, que vous ne faites pas partie de la gang. Tu sais? Fait que là, vous êtes où, vous, à ce moment-là, au niveau de votre identité? Vous n'en avez pas. Vous êtes dans l'identité des autres. C'est ça l'enfer. C'est ça que Sartre voulait dire, dans un sens, qu'il ait eu conscience ou pas. Voyez-vous? C'est ça, la source de la souffrance, c'est ça. C'est les autres. Votre lien émotif avec les autres, avec le collectif. Je pense qu'effectivement, il avait identifié une sorte d'enfermement, de prison que le regard des autres lui provoquait. Oui, oui. Mais il n'avait pas conscience nécessairement de ce qu'on parle, c'est tout. Mais il était très intuitif. Ces gens-là, ces individus-là, comme ça, comme beaucoup d'autres, tu sais, ils ont plus de... sont beaucoup plus intuitifs, beaucoup plus créatifs, beaucoup plus évolués pour leur temps. Fait qu'ils arrivent avec des affaires même. C'est pour ça qu'ils sont reconnus. Voyez-vous? Il n'y a pas beaucoup de... Pardon? Allez-y. Non, c'est bon. Non, je pensais à quelque chose, mais il me semblait qu'on avait déjà abordé, mais c'est bien de revenir dessus, vu qu'on parle des patients qui sont intuitifs. Vous faites une séparation entre l'interprétation et l'intuition? Ou c'est après la même chose? Ben, les gens sont... ce qu'on appelle l'intuition ou être intuitif, le problème de ça, c'est que c'est vécu à travers une conscience psychologique. Voyez-vous? Et donc, c'est interprété psychologiquement. C'est une perception vibratoire, dans le fond, mais interprétée psychologiquement. On vit... L'être humain est vibratoire, principalement. Voyez-vous? Mais il interprète cette réalité-là de façon psychologique. Donc, il appelle ça de l'intuition. Mais derrière ça, il y a une mécanique vibratoire. Voyez-vous? Vibration, vibratoire, intuitive, c'est la même chose. Voyez-vous? Mais, quand la personne le vit au niveau de l'intuition,
il l'interprète psychologiquement, tandis qu'une personne qui est éveillée, elle ne l'interprète pas psychologiquement. Voyez-vous? Elle le déduit, comment je dirais ça? Elle a la résultante scientifique dans la matière, dans le feedback. De là, la cybernétique. Là. La cybernétique, c'est l'étude de la communication et des feedbacks. D'une machine, d'un ordi ou d'un être humain ou d'un animal, n'importe quoi qui est vivant ou non vivant. Malgré qu'un ordinateur, c'est vivant jusqu'à un certain niveau. Voyez-vous? Tout est vivant, dans le fond. Il y a des niveaux de sophistication dans la vie, de la vie. J'ai l'impression qu'effectivement, ça va être ce côté un peu d'expérimenter. En anglais, ils appellent ça le côté un peu genre test and learn, quoi. Voilà, je vais tester, je vais apprendre, et je vais faire un package, enfin un paquet d'expériences qui va me permettre de toujours évoluer. Quand on parle effectivement de cette histoire de restauration, mais je pense qu'on peut ouvrir un peu de manière plus globale dans ce qui est des gens qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat, qui vont monter une entreprise. Vous avez dit quelque chose, et c'est vrai que ça arrive très souvent. Les gens en fait vont très très vite se décourager. En fait, au début, ils vont être plein d'idées, plein de motivation, et à la moindre critique, bon là, le coup c'était une critique très négative, très péjorative, mais c'est vrai qu'au moindre retour du monde réel quelque part, 90% lâchent. Ouais. Pourquoi? C'est justement le fait qu'ils sont restés dans une virtualité, qu'ils ont trop pensé, c'est ça? Ben, ils sont vulnérables à cause de la programmation, l'efficacité de la programmation, si vous voulez, dans le sens des liens émotifs avec les autres, au niveau du collectif, etc., dépendant de chaque individu. Chaque individu vit cette intensité-là de façon différente. Donc, il va avoir une réponse différente. Moins forte ou plus objective ou moins objective. Voyez-vous? Fait que c'est relatif tout le temps. Est-ce que ce serait correct de dire que un entrepreneur à succès, enfin quelqu'un qui réussit dans le monde du business ou de l'entrepreneuriat, c'est quelqu'un justement qui pourrait être qualifié comme plus évolué, puisqu'il serait moins sensible au monde, aux critiques négatives, ou pas tout à fait. Est-ce qu'il peut y avoir des gens qui ont réussi à bâtir quelque chose, donc qui ont été dans le contact du concret? Donc c'est pas indexé, c'est pas parce qu'en fin de compte quelqu'un a créé un empire, entre guillemets, qui peut être considéré comme un peu plus évolué que l'autre. Ouais, non, c'est correct. Ouais. C'est que une personne qui a créé un empire, comme vous dites, il peut être motivé pour d'autres, à travers sa programmation, pour d'autres très fortement d'ailleurs. Allez-vous? Le besoin de se valoriser, le besoin de réussir, les gens qui vont sur le mont Everest, par exemple, ou au mont des montagnes, etc. Pourquoi? Quel besoin ils ont de risquer leur vie à escalader une montagne comme l'Everest? Allez-vous, là? Ils risquent leur vie, là. Les gens vont dire que c'était pour le dépassement, c'est pour le challenge. Ouais, ils vont avoir toutes sortes de raisons comme ça, mais dans le fond, c'est pour se valoriser. Voyez-vous? Aux yeux des autres. J'ai monté, là, j'ai été là, j'ai vu la tour Eiffel. Tu sais? Ah ouais, j'avoue tous les jours. Moi, si je veux, là, j'ai ça faire. Rien, ce que je veux dire. C'est vrai. C'est un peu aussi comme les gens, par exemple, qui vont être, je sais pas, dans les pays occidentaux, donc Amérique du Nord, Europe, et qui vont vouloir aider des pauvres personnes à l'autre bout, dans des pays en guerre, etc. C'est pareil, c'est la même motivation, c'est lié au collectif. Ouais. La plupart du temps, c'est lié au collectif. Même eux qui se disent non, je fais tout pour les autres, en fait, c'est pour eux qui le font. Ouais, mais ceux qui font tout pour les autres un peu trop, là, c'est parce qu'ils sont pas capables de faire quelque chose pour eux à cause de la dévalo. Ils sont très dévalorisés. Voyez-vous? Ils sont beaucoup dans la dévalorisation. Ils ne se donnent pas de valeur. C'est une façon pour eux de se valoriser, d'aider les autres.
quand c'est poussé, là, il y en a, j'ai déjà eu des personnes en consultation, c'est aider les autres, ça passait avant eux. Ils ne s'occupent pas d'eux suffisamment, ils s'occupent des autres. Donc, ils ont un besoin de se valoriser à cause de la dévalo. C'est quoi le mécanisme alors derrière? C'est qu'ils se déprécient tellement qu'ils ont besoin de combler. En fait, c'est pas qu'ils se déprécient, ça ne fonctionne pas exactement. Tu sais, au niveau psychologique, les gens parlent toujours de volonté. Allez-vous? Qu'ils se déprécient. Ça prend une volonté de se déprécier. Mais c'est pas de mal que ça fonctionne. Ils sont programmés comme ça. Ils ont toujours eu un sentiment de dévaleur à cause du conflit. Ce que j'appelle le conflit d'abandon, autrement dit, le lien avec les autres. Leur histoire est truffée de dévalorisation, autrement dit, de rejet puis d'abandon. Alors, ils ne peuvent pas se valoriser. Ils ont toujours vécu des expériences où ils ont senti du rejet. Puis ils continuent dans leur vie à être, puis ils sont plus sensibles au rejet, c'est évident, puis ils continuent à rencontrer des gens qui vont avoir tendance semblent avoir tendance à les rejeter. Oui, mais ils sont susceptibles au rejet. Voyez-vous? Donc, la personne, par exemple, qu'ils vont rencontrer, inconsciemment, elle va réagir dans le sens de dévaloriser l'autre individu sans le vouloir réellement. Puis l'autre individu a réagi à ça, ou il dévalorise l'autre individu pour se valoriser. Voyez-vous? Donc, c'est tout le temps la même chose, finalement, à différentes versions. Voyez-vous ce que je veux dire? Il y en a qui dévalorisent pour se valoriser, puis il y en a qui se dévalorisent parce que, justement, ils sont pas en mesure de se valoriser eux-mêmes. Voyez-vous? Fait qu'ils ne réagissent pas de la même façon, ils réagissent en aidant les autres, par exemple, en s'occupant des autres. Voyez-vous, là? C'est une autre sorte. C'est une autre réaction. Tandis qu'il y en a qui font que ça, dévaloriser. Ils ont les critiques de restaurant, par exemple. On me s'en est un exemple. Ça, ils aiment ça parce qu'ils sont habitués. Puis si vous regardez dans leur vie, là, ils font exactement la même chose dans plusieurs domaines. Oui, bah c'est exactement ça, parce qu'il y a personne qui va être critique gastronomie, de cinéma, c'est la même personne qui va critiquer les livres. Ouais. Parce qu'ils se valorisent comme ça. Puis c'est des gens qui ne sont pas capables nécessairement pas en mesure de faire un plat. Tu sais? Voyez-vous ce que je veux dire? Fait que, ils connaissent ça, je suis d'accord, mais pour eux, le faire, devenir un expert ou un chef renommé, non. Mais ils jugent les gens comme s'ils pourraient faire ça. Voyez-vous? Mais ils ne sont pas en mesure de le faire. Fait qu'à ce moment-là, le jugement, l'intensité de la critique va être en fonction de la dévalo qu'ils vivent par rapport à ne pas être en mesure de le faire, par exemple. Voyez-vous? D'accord. C'est toujours la dévalo, c'est toujours le besoin de se valoriser. Fait que la personne va être plus autoritaire pour se valoriser. Regardez, moi, j'ai un jugement, là, de même. Voyez-vous? Là? Ouais, donc vous voulez dire que par exemple si on prend l'exemple d'un film, moins la personne va être en mesure de réaliser elle-même un film, plus elle va être virulente dans sa manière de critiquer. Ouais. Il y a en effet un peu de... C'est indexé quoi, c'est-à-dire que... Ouais. De fonction décroissante, je sais pas comment on dit, mais il y a quelque chose comme ça, il y a des mathématiques quoi. Ah ouais. Okay. Ouais. Avec... Oui? Non, mais effectivement, alors je m'interrogeais, je me mets un peu effectivement dans la peau d'un... Oui, parce qu'en fait, c'est comme vous l'avez dit, c'est que même s'il aimait la personne, si on reprend un peu l'exemple de la gastronomie pour simplifier, même si la personne elle-même n'est pas en mesure de faire son plat, elle est quand même, comme vous l'avez dit, elle s'y connaît quand même. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même des choses à prendre en compte dans son jugement. Il ne faut pas non plus qu'on soit en mode, cette personne n'est pas capable de cuisiner, donc je m'en fous quoi. Ouais, mais elle est dans le virtuel. Elle n'est pas dans la matière. Elle n'est pas dans la peau du chef dans le restaurant. Là. Tu sais, elle serait en mesure de faire mieux que le chef. Tu sais?
Ça, c'est une autre histoire. Oui. Là, c'est une critique qui serait beaucoup plus constructive. Moins dévastatrice, là. Dans le sens de détruire l'autre individu. Là. Il y en a qui... La complaisance à détruire l'autre individu, ça provient du besoin de se valoriser. Ça prime là-dessus. Que la personne n'essaie pas de détruire l'autre intentionnellement. Voyez-vous ce que je veux dire? Mais ça donne ce résultat-là, par exemple. La personne est détruite. L'autre, la critique semble faire exprès pour détruire l'autre. Non, il a besoin de se valoriser à l'extrême, c'est tout. C'est sa façon de se valoriser. Voyez-vous? C'est personnel, genre. D'où, comme vous l'avez mentionné, d'où l'importance, effectivement, de ce qu'on dit et de ce qu'on écrit. Parce que justement, c'est à travers les écrits, de la manière qu'on peut identifier par rapport à la manière de la personne de parler, on voit. On peut voir effectivement le... Oui. Moi, lire une critique comme ça ou entendre une critique comme ça, je vois tout de suite, là. Le besoin de cet individu-là, par exemple, à se valoriser. Voyez-vous? Donc, il va, là, tu sais, un peu trop fort. Tu sais, c'est personnel en fonction de sa programmation. Voyez-vous, là? Que si un individu comme ça me fait une critique, ça passe comme sur le dos d'un canard, là. Parce que je vois trop clair. Voyez-vous, là? Je vois ce qu'il y a derrière. Donc, je ne mets pas d'importance à la virulence. Oui, ça va me mettre en vibration. Mais je ne suis pas capable de mettre d'importance parce que je suis capable d'observer ce qu'il y a derrière, ce qui motive l'individu. Okay. À ce moment-là, ça l'enlève le côté émotif, si vous voulez, la forme. La forme de la volonté à détruire, par exemple, à me détruire. Voyez-vous ce que je veux dire? Oui. Parce que je vois ce qu'il y a derrière. Si je ne voyais pas ce qu'il y a derrière, là, à ce moment-là, de la mise en vibration, je rentre dedans. Voyez-vous? Là, je vais en souffrir. Mais autrement, je peux pas en souffrir. Je vois ce qui motive l'individu, c'est évident pour moi. Fait que ça... oui, j'ai une mise en vibration, mais ça va pas plus loin. Oui, donc c'est cette capacité justement à voir ce qui motive cette critique, ce qui fait que ça... À ce moment-là, je vais être capable d'utiliser l'énergie pour améliorer, par exemple, si je suis chef, améliorer mon restaurant, etc. Je vais m'en servir. Voyez-vous? Même si c'est exagéré, je vais m'en servir. Il y a vraiment une approche de séparer le bon grain de l'ivraie, quoi. Comme si, quand on va recevoir une critique, c'est un peu comme, on l'évoque souvent, une démarche scientifique, comme si on allait disséquer la chose, analyser, être dans l'analyse fine de l'information qu'on reçoit, peut-être de retirer ce qu'on juge motivé par des programmes ou par de la dévalo. Ouais, mais c'est pas une décision qu'on prend. Voyez-vous? La manière dont vous le dites, là, c'est ça, c'est psychologique. C'est des déductions psychologiques. C'est pas une décision du genre. Voyez-vous? Ça se fait parce que la personne est en mesure d'observer la motivation ou ce qui motive l'individu à être comme ça. C'est ça qui fait que ça peut plus nous atteindre de la même façon. Voyez-vous? Si on ne voyait pas, à ce moment-là, oui, c'est évident, ça nous atteint parce que on regarde ou on observe seulement une chose, c'est que la personne essaie de nous détruire. Donc, on réagit émotivement en conséquence. Donc, on ne peut pas se servir de l'énergie à ce moment-là pour améliorer notre bouffe ou notre restaurant, par exemple, ou comment on fait la bouffe dans le restaurant, comment on va améliorer les plats du restaurant. Voyez-vous, là? Quand vous dites que c'est pas une décision, que la décision c'est quelque chose de psychologique, c'est dans le sens que c'est quelque chose d'automatique, d'évident. Oui, c'est quelque chose qui arrive immédiatement. C'est automatique, c'est évident. Ouais. Okay. Ça se fait ou ça se fait pas. Dépendant de votre niveau de conscience, votre capacité à observer ce qu'il y a derrière ou pas.
C'est bien que ça fonctionne. Le reste, c'est des attitudes psychologiques. Les attitudes psychologiques devant des mises en vibration le moindrement intenses, vous allez voir que c'est futile. C'est comme aller à la guerre avec un couteau contre des canons puis des mitrailleuses. Là. T'sais, ça ne fait pas grand-chose, vous ne ferez pas grand-chose là. Montrez votre couteau. Le couteau de cuisine. Ouais, le couteau de cuisine en plus. C'est ridicule, là. Voyez-vous? C'est pas comparable. Je fais toujours l'analogie avec les arts martiaux. C'est exactement la même chose. On est en mesure ou on n'est pas en mesure de réagir ou de parer puis attaquer, whatever. Parce qu'on est trop en vibration, on a peur ou whatever. Voyez-vous? Ça se fait automatiquement. Malgré la mise en vibration. C'est évident, si quelqu'un vous attaque, vous êtes en vibration, vous allez avoir une mise en vibration. C'est votre capacité à gérer cette énergie-là qui va faire toute la différence. Un peu comme un samouraï, là, il retire son épée à la dernière seconde, puis il trempe. Un coup. That's it. Et tout comme les arts martiaux, c'est vrai que c'est un exemple qu'on prend souvent, parce qu'il est très parlant. C'est une histoire de pratique, d'automatisme, de répétition pour que ça devienne quelque chose de naturel. C'est ça, ouais. Donc, de pratique, il faut le pratiquer. Pas seulement intellectuellement, il faut le mettre en pratique. Mais mettre en pratique, c'est pas évident parce qu'on n'a pas l'expérience. Les gens se découragent, justement, parce qu'ils sont pas capables de le mettre en pratique, c'est difficile, c'est too much. Voyez-vous? Parce qu'ils veulent ça tout de suite, eux autres. C'est pas de même que ça fonctionne. C'est la constance de l'expérience, d'observation, tranquillement, pas vite, qui va faire la différence. Qui va faire qu'il va s'accumuler de l'expérience, puis à ce moment-là, on est de plus en plus en mesure d'observer des choses comme ça. Donc, c'est pas seulement la connaissance de ça, c'est la pratique. C'est comme les arts martiaux. Vous pouvez connaître les arts martiaux, tous les arts martiaux, mais mettez-les en pratique. Vous pouvez faire des katas tant que vous voulez là, dans votre vie, là, des exercices, mais si vous n'êtes pas en mesure d'avoir l'expérience en combat réel, oubliez ça. Là. C'est une autre paire de manches. C'est vrai que pour continuer sur cette analogie avec le monde du sport, c'est ce que dit beaucoup de sportifs de haut niveau. Ils ont vu qu'il y avait un décalage total entre les personnes qu'on appelait, toi tu es le champion de la salle, donc des gens qui sont très forts, dans un cadre, un peu protégé, mais qui se décomposaient totalement quand il y avait un combat réel dans un ring et tout. Ah ouais. Qui perdaient tout leur, tout leur superbe. Oui, parce qu'ils n'ont pas pratiqué ça. C'est une question de programmation, c'est une question d'automatisme. Ils n'ont pas pratiqué, c'est pour ça qu'il faut qu'ils pratiquent tout le temps. Sparring avec un adversaire ou ça devienne automatique. Pourquoi il recommande, puis il recommande, puis il recommande pour que ça devienne automatique? Qu'il y en ait conscience de ça ou pas, ça n'a pas d'importance. Vous vivez ça tous les jours, mais vous n'avez pas conscience du principe et de la mécanique. Les gens n'ont pas conscience, ou très peu. T'sais? Quand on a conscience de la mécanique, c'est facile de s'entraîner ou de créer d'autres programmes, d'autres automatismes. Ça va vite en plus, c'est rapide. Pourquoi? Parce qu'on a conscience. Quand on n'a pas conscience, c'est plus lent. Parce qu'on ne voit pas les mêmes choses. On ne voit pas de la même façon. Grosse différence. Les gens ne sont pas en maîtrise de leur vie à cause de ça. Pour être en maîtrise de votre vie, le moindrement, il faut avoir un sens de la vie, de la mécanique, de la vie, du système. C'est pas dans la spiritualité que vous allez atteindre ça ou dans l'ésotérisme. C'est des symboles. Pardon?
C'est dans le concret, justement. Ouais, c'est dans la vie de tous les jours. C'est dans la vie de tous les jours. Ouais. Et comme dans le sport, faut pratiquer, faut avoir un sparring partner et un professeur. C'est vrai qu'on ne peut pas tout seul apprendre le karaté comme ça chez soi. C'est ça. Ouais. Ça prend une base solide pour en arriver à devenir suffisamment autonome pour justement continuer le processus. Mais les gens veulent être autonomes tout de suite. Là, ça ne marche pas de même. Ça, c'est de l'imagination dans le psychologique, dans le virtuel. Non. Ils n'ont aucune idée. Aucune idée. Moi, les gens qui viennent en consultation avec moi, là, puis ils ont écouté de mes vidéos ou les vidéos d'un autre, là, whatever. Puis quand ils font une couple de consultations, là, ils réalisent que c'est pas la même chose. Ça prend absolument... Ils voient des choses après une couple de consultations qu'ils ne voyaient pas du tout avant. Là, ils réalisent, ah oui, ouais. T'sais. Ceux qui sont en mesure de le vivre, ça. À ce moment-là, ils réalisent, ça prend un apprentissage. Et ça prend le temps de l'apprentissage. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent tout rapidement. Ça vient d'où cette obsession pour la rapidité? Qu'est-ce qui C'est la fondation même de la conscience psychologique. Il faut que ça s'aille tout de suite. C'est magique. Ça s'aille tout de suite. Mais pourquoi les gens veulent tout de suite? Pourquoi ils veulent quelque chose d'immédiat comme ça? C'est la peur? C'est quoi cette volonté? Non, ça fait partie de l'illusion psychologique. Autrement dit, ils n'ont pas conscience du système, comment ça fonctionne. Ils vivent tous les jours, ils n'en ont pas conscience. Ils vivent des apprentissages tous les jours où ils l'ont vécu, puis ils continuent à les vivre, mais ils n'en sont pas conscients. Comment ça fonctionne, un apprentissage. Pourquoi ils deviennent meilleurs dans un domaine, par exemple. Ils vont commencer à jouer au tennis, puis là, ils deviennent meilleurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont pratiqué régulièrement, constamment, le tennis, c'est tout. Mais ils n'en sont pas conscients. Fait que, ils vont pratiquer des fois, moins souvent, moins le S'ils aiment beaucoup quelque chose, là, ils vont pratiquer un peu plus, mais ils vont se décourager facilement parce qu'ils n'ont pas un sens de la mécanique de tout ça. Il s'agit d'être constant pour accumuler l'expérience. Puis ça crée un programme. C'est de même que ça fonctionne. On fonctionne comme ça. Tout fonctionne comme ça. Les animaux, n'importe quoi. L'évolution est basée sur ce principe-là. L'accumulation. Oui, l'accumulation de l'expérience, la répétition. C'est ça qui fait qu'un chat est un chat. C'est la répétition. La particularité au début d'un chat, puis là, il se développe, il évolue. Ça prend des milliards d'années, millions d'années. Parce qu'il y a une conscience totale. Là. Que l'homme évolue comme ça aussi, parce qu'il est inconscient. Imaginez quand une personne s'éveille puis elle commence à être consciente de la mécanique, comment ça évolue rapidement. Allez bon? Dans le sens qu'il évolue l'équivalent de combien de vies? Allez bon? Ça a pris combien de vies, combien de générations plutôt? Allez bon? Ça peut être l'équivalent de 100, 200, 1000 générations en une vie. Imaginez. Juste par la conscience. Je parle le fait qu'une personne s'éveille, ouais. Ça évolue vite, rapidement. C'est comme un V, là. Ça arrive ici, là, ça commence à évoluer, ça va extrêmement rapidement. Comparé à la lenteur involutive, où la personne n'a aucune conscience de ce qui se passe. T'sais? Un animal n'a aucune conscience de ce qui se passe. Ça va prendre du temps. L'animal humain, ça prend du temps parce qu'il n'a aucune conscience de ce qui se passe. Quand il commence à avoir conscience de ce qui se passe, autrement dit la mécanique, à ce moment-là, il devient
un surhumain ou un réel humain, dans le sens conscient. L'homme se croit humain, mais il est moitié animal, là. C'est pas plus. Regardez autour de vous ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe autour de vous, vous allez voir que l'être humain est encore très animalisé. Ça veut dire quoi, ça? Qui vit à travers ses émotions. Réaction émotive. Voyez-vous? Réaction à cause des mises en vibration. Par exemple, un chat, il réagit. Pourquoi un chat réagit? Il est en vibration. Tu sais, quand le poil il est comme ça, il est en vibration. Voyez-vous ce que je veux dire? C'est ça. Il est dans la survie, là. Bon, ben l'homme réagit exactement de la même façon. Mais s'il n'a pas conscience de ce qui l'anime, il subit. Il en souffre. That's it.